Rebonjour. La prochaine discussion s'intitule Éthique en cybersécurité, éduquer les futurs talents pour un avenir numérique responsable. If you speak or hear English, you have channel 14 with your headphones to hear everything in English. Le canal 13 est en français. Cette allocution nous offre une réflexion cruciale sur l'éthique dans le paysage numérique en constante évolution. Et on va vous présenter le témoignage d'un ancien pirate informatique de l'âge de 20 ans qui partagera son expérience, soulignant le rôle vital de l'éducation précoce pour briser le cycle de l'ignorance face aux risques liés à l'utilisation inappropriée du numérique. J'aimerais accueillir Azzedine Barry, fondateur et éducateur en cybersécurité et programmation, Vincent Rioux, directeur, et Marie-Astrid Duban, directrice générale. Bonjour. Est-ce qu'on nous entend? On ne nous entend pas, hein? Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagnée donc de Vincent Rioux, le directeur général du Forum InCyber. Et Vincent, merci d'être là avec nous. J'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour démarrer un parcours pour les jeunes dans un forum qui est dédié finalement aux professionnels? Merci Marie-Astrid. Alors c'est assez simple, hein. De par le monde, on vit une pénurie de talents en cybersécurité. En France, c'est 15 000 postes qui manquent pour un pays de 75 millions d'habitants. Au Canada, il manque 25 000 postes pour un pays de 38 millions d'habitants. Aux États-Unis, il manque des centaines de milliers de postes. Et en fait, il ne suffit pas d'aller prendre les ressources dans d'autres pays pour les ramener dans un pays. On ne fait que vider la même bouteille. Il faut pouvoir donner l'envie de cyber à la jeunesse. Ce qui ne suffit pas de multiplier les classes en université si elles sont vides. Il faut que les jeunes, très jeunes, dès on va dire, l'âge où ils vont être sensibles au numérique, c'est-à-dire en gros dès qu'ils commencent à avoir un smartphone dans la poche, maintenant c'est 9, 10, 11 ans, puissent prendre conscience de ce qu'il y a derrière le smartphone, les couches technologiques qu'il y a derrière. Parce qu'il ne faut pas croire que nos jeunes soient férus de technologie, ce ne sont que des utilisateurs. Très peu comprennent ce qu'il y a derrière. Or, on a besoin de science. Le meilleur moyen pour accéder à des beaux métiers, surtout quand on vient de couches populaires, c'est d'être bon en sciences. C'est mon cas. Voilà. Je viens d'un milieu très modeste et j'ai fait des études scientifiques. Et maintenant, j'ai l'impression que les jeunes se disent non, je vais aller faire du business, je vais aller faire je sais pas quoi, mais pas de la science. Donc nous, on travaille dans le domaine cybersécurité. On s'est dit pour résoudre ce problème des talents, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut leur mettre une petite graine dans la tête sur l'intérêt de la chose. Et grâce à Cybercap, on s'est dit allez, on commence à Montréal, on va faire cette initiative test. Vincent, quelle problématique tu vois, quel enjeu tu vois avec la nouvelle génération justement? Quels conseils tu aurais pour qu'on fasse le premier pas, la première action pour les soutenir? Alors comme on parle aussi quelque part des dangers du numérique, le principal danger c'est de ne pas comprendre ce qu'il y a derrière. Donc quand un jeune utilise un smartphone, un ordinateur, enfin maintenant l'accès au numérique c'est surtout avec la mobilité. Pour les jeunes, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Il suffit de vous inscrire sur n'importe quel réseau, en tant qu'adulte, hein, vous vous inscrivez sur n'importe quel réseau social, n'importe lequel, et vous indiquez que vous avez 14 ans, vous allez voir le genre de message que vous allez recevoir. Des groomers, des gens qui vont essayer de vous manipuler. C'est terrible. Et je ne vais pas rentrer là dans les détails. Il y a d'autres scènes là-bas pour ça, pour vous présenter tous les dangers, jusqu'à la pédocriminalité, et ainsi de suite. Si on ne prend pas conscience de tous ces dangers-là, si on ne leur fait pas prendre conscience de tous ces dangers-là, on va dans le mur. On va créer des problèmes terribles. L'accès à la pornographie, vous voyez, ça c'est un autre problème, hein. Il suffit de cliquer sur le smartphone, puis paf, on a accès à des contenus violents, sexuels, haineux. Qui filtre ça? Est-ce que les parents sont suffisamment eux-mêmes éduqués pour faire en sorte de leur donner une hygiène numérique suffisante? J'en suis pas sûr. Et donc ce genre d'initiative vise aussi, donc au-delà de la petite graine dont je parlais tout à l'heure pour leur donner envie d'aller dans nos métiers, à leur faire prendre conscience de tous les risques qu'ils courent dans l'espace numérique.
ce n'est pas que virtuel, c'est la vraie vie, le numérique. C'est la vraie vie, ce n'est qu'une extension du monde réel. Donc il faut en prendre conscience, il y a des vrais méchants en face, et il y a aussi des gentils. Et tant que les technologies n'auront pas assaini la manière dont elles nous délivrent leurs services, eh bien, il faut leur faire prendre conscience du risque. Vincent, une dernière question avant qu'on passe à Azedine, mais finalement, pourquoi tu as choisi Cybercap comme maître d'œuvre? C'était assez simple. Quand on est arrivé à Montréal, il nous fallait un partenaire qui ait suffisamment d'expérience. Alors, bon, ça fait quand même 23 ans que vous œuvrez sur le sujet. Et puis, de connaissances, de compétences en cybersécurité pour concevoir les ateliers. Donc, il nous fallait un maître d'œuvre, comme on dit, du dispositif. Nous, on a eu juste l'idée, mais on ne fait rien nous-mêmes, hein. On est là pour mettre en valeur ce que les autres savent faire. Et il nous a semblé que vous étiez les mieux placés, parce que je crois que vous sensibilisez des milliers d'élèves tous les ans des écoles du Grand Montréal au risque cyber. Donc, vous étiez juste le partenaire naturel, en fait, hein. Puis j'espère que ça va continuer les autres années. Je te laisse le micro pour que tu puisses intervenir aussi avec Azedine. Avec plaisir. Azedine, bonjour. Azedine, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Comment tu es tombée dans la marmite de l'informatique? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment je suis tombé en informatique? C'est grâce à ma mère. Ma mère, elle est prof d'informatique au cégep. Mais avant d'être prof, elle était étudiante. Et quand elle était étudiante, j'étais dans son ventre. Donc c'est comme ça que ça a débuté. Je suis un peu né dans une carte mère, on va dire. Et ensuite, quand ma mère elle était sur son ordinateur, j'avais 4-5 ans. Je ne savais même pas encore lire ni écrire. Mais je la voyais faire des machines virtuelles, créer des machines virtuelles. Et j'étais à côté d'elle. J'essayais de répliquer ce qu'elle faisait pour avoir un peu de son attention. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé l'informatique pour moi. Azedine, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 10-11 ans pour toi? Quelle aventure tu as commencé à entreprendre? 10-11 ans, j'ai commencé à programmer très, très jeune. J'ai eu cette chance-là, mais au tout début, j'étais pas très, j'avais pas encore cette sensibilité-là avec ce qui se passait dans le monde du numérique. Donc ce que je faisais les premiers projets qui venaient à moi. C'est là que j'allais, quoi. Donc au début, je jouais à un jeu vidéo. Et le jeu vidéo que je voyais qu'il y avait des pirates en informatique dans le jeu. Et je voulais savoir comment ces pirates faisaient. Donc je leur demandais souvent dans le chat, comment vous faites pour faire ça? Comment vous faites pour faire ci? Et il y avait toujours un site qui revenait tout le temps. Donc j'étais comme, OK, c'est quoi ce site-là? Et c'était un forum informatique sur le hacking. Donc j'ai créé un compte sur le forum. Je parlais même pas anglais à ce moment-là. Donc j'ai appris à coder en même temps que l'anglais. Et c'est là que ça a commencé et je me suis intéressé même plus à apprendre comment coder, comment les choses fonctionnent, qu'au final jouer à des jeux. Et Azedine, à l'âge de 14 ans, tu as eu tes premiers problèmes avec la justice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, je peux en parler. Je ne suis pas très très fier. À 13-14 ans, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Ça c'est sûr, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je cherchais quelque chose à faire, à entreprendre. Et j'ai eu la mauvaise idée de me procurer une clé USB qui faisait des courts-circuits. Donc à l'école, c'est tout bête, c'est ridicule même. Je ne sais même pas comment expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là. Mais j'avais appris cette clé USB et je m'amusais à faire sauter des ordinateurs comme ça. C'est triste, mais à date, quand j'explique ça, et je cherche à comprendre pourquoi, au final, je me dis il me manquait de stimulation, il me manquait d'encadrement, parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de faire des choses. Mais il n'y avait personne à l'école pour me montrer le monde numérique. Donc j'avais de l'envie, mais cette envie-là, cette énergie-là n'était pas bien contrôlée. Et c'est ça, à 14 ans, je me suis fait arrêter par la police suite à ça. J'ai eu la police chez moi, j'ai dû me rendre au palais de justice, ça avait duré 2-3 ans. Pendant les 2-3 ans, j'ai cru que j'avais appris les conséquences, j'ai cru avoir compris. Mais malheureusement, ça s'est réitéré l'expérience à mes 17 ans. Donc, tu as réitéré l'expérience, ça veut dire que tu n'as pas pris ta leçon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 17 ans? C'est malheureux, mais oui, je n'avais pas appris de ma leçon.
De mes 14 à mes 16 ans, au tout début, les conséquences, je les avais encore au jour. Donc j'étais en attente de d'avoir ma conséquence, qui était d'avoir des travaux communautaires. Mais dès que j'ai réglé ça, entre guillemets, c'est comme si j'avais oublié les conséquences de mes actes. Et en me faisant arrêter à 17 ans, je faisais quelques outils en informatique qui me généraient de l'argent. Et suite à ça, quand je me suis fait arrêter, j'ai vu une déléguée jeunesse pendant ma probation de 18 mois. Donc j'ai eu une lourde probation, je devais répondre à beaucoup de critères chaque semaine. Et durant cette probation-là, ma déléguée jeunesse a travaillé un peu plus sur mon éthique. Comme je la voyais une fois semaine pendant 18 mois, elle a eu plus de possibilités de me faire comprendre c'est quoi les conséquences de mes actes sur les gens à travers l'ordinateur. Donc au début, tout ce que je faisais de pas correct sur l'ordi, je ne comprenais pas. Grâce à ce suivi-là, ça m'a sensibilisé vraiment à comprendre les conséquences. Donc quand je pense à ce que je faisais avant, je suis choqué de moi-même parce que je n'avais pas eu ce côté sensible à ce qui est sur l'ordi, ça affecte quelqu'un, ça affecte vraiment quelque chose. Je ne comprenais pas ça. Et il faut se dire aussi qu'il y a eu comme des conséquences quand même très majeures au niveau de ma famille. Quand on m'a arrêté, mes parents, ils m'ont vu avec des menottes. Déjà, la porte s'est cassée à 6 heures du matin. J'étais en train de dormir, j'étais à moitié réveillé. C'était un traumatisme. Donc, je suis avec des menottes. Mes parents, ils sont devant moi. Je ne peux pas les regarder. Je ne peux même pas leur parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis stressé. Je sais que j'ai fait une bêtise, mais je ne sais pas encore quoi et comment. Je ne réalise même pas encore. Et donc voilà, c'était très traumatisant. Même en famille, on n'en parle même pas. C'est comme si c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé. Donc c'est assez spécial comme situation. Donc c'est à peu près ça. C'est vraiment le fait d'avoir eu la chance, mais c'est triste parce que c'est après les conséquences que j'ai eu la chance de me sensibiliser à ça. Avant ça, il y avait rien du tout à l'école, donc ça aurait pu être évité selon moi. Une question pour Vincent et Azzedine aussi, mais je remarque qu'il y a la déléguée jeunesse à l'âge de 17 ans parce qu'il a fait une bêtise, qu'il a eu de l'accompagnement, mais ce que je remarque, c'est que depuis, dans ton éducation à l'école, tu n'as eu aucun éveil, aucun atelier. Vincent, est-ce que tu vois aussi cette problématique pour l'éducation qui n'éveille pas ces jeunes à la cybersécurité? Et quand est-ce qu'on devrait les éveiller? On devrait les éveiller le plus tôt possible. Hein. C'est dès l'âge de, pour moi, 9-10 ans, dès qu'ils ont une première conscience en fait, du numérique. Mais ce que je voulais rebondir sur ce que disait Azzedine, en fait, on avait un problème endémique aussi, c'est que des jeunes compétents comme ça en piratage informatique, en hacking, on ne savait pas leur donner de perspective non plus. Alors maintenant, il y a du pentest, du bug bounty, tu peux faire du hacking éthique de manière professionnelle, mais avant, quand on faisait du hacking, c'était pas forcément éthique, mais même quand ça l'était, on se faisait taper dessus. Quand on découvrait une vulnérabilité, on se faisait taper dessus par l'éditeur, on avait parfois la police. C'est plus le cas maintenant. Les choses changent positivement. Et des gens qui ont les compétences d'Azzedine, maintenant, vont trouver des places en entreprise de manière extrêmement facile. Il suffit de faire le tour des kiosques, là, il y en a plein qui recrutent. Ça change. Donc ça, c'est aussi positif. Non, par contre, il faut éviter que les jeunes fassent des bêtises. Donc ça t'est arrivé, bon, tu t'es fait taper dessus. C'est quand même une exception, hein, parce que tu avais ces compétences techniques-là. Donc c'est quand même assez rare que des jeunes aient ces compétences techniques-là à ton âge, sans avoir le niveau de maturité requis. Bon, au moins, tu as appris, puis si tu peux servir d'exemple aux jeunes, et c'est ce que tu fais, et bravo, c'est formidable. Merci. Donc ouais, c'est un peu l'objectif. Comme je l'ai vécu, je suis d'accord, il faut prévenir avant que ça arrive. Exemple, pour le parcours de Cybercap, il y avait un jeune qui est venu me voir. Il m'a parlé aujourd'hui, ce matin, il y a à peine 30 minutes, il y a un jeune qui est venu me voir et il m'a dit qu'il faisait des pages d'hameçonnage, de phishing pour un jeu vidéo. Et donc j'étais comme, wow, ok, je me reconnaissais un peu dedans, donc c'est drôle un peu, mais pas vraiment drôle parce que moi j'ai vécu les conséquences de ça. Fait que je sais que ça commence comme ça, mais ça peut aller beaucoup plus loin malheureusement. Et après, quand le jeune il a terminé sur ah là, je joue à un jeu, puis j'ai envie de devenir game developer. J'apprends un langage parce que j'ai envie de créer des jeux maintenant. Alors lui, il a déjà eu cette petite transformation-là sans que quelqu'un aille le voir directement. Mais il y en a plein qui, malheureusement, ils vont continuer parce que, veut pas, c'est stimulant, apprendre à coder, apprendre à faire je dirais pas apprendre à hacker, mais c'est quand même stimulant. Genre, le faire mauvais, c'est pas cool, mais c'est stimulant quand même à apprendre. Donc voilà. Azzedine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu
qu'est-ce que tu fais maintenant? Et puis, Vincent aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des opportunités pour les jeunes? Tu dis ça change, les entreprises embauchent, mais est-ce que juste après l'école, ils peuvent être embauchés? Oui, bien sûr. Bah, en fait, dans la cybersécurité, quand il manque 25 000 postes au Canada, tu imagines bien que des profils qui sortent des formations en cybersécurité vont trouver des emplois assez facilement. Si tant est qu'ils sachent aussi cultiver les autres qualités, pas que techniques. Parce que pour s'insérer en entreprise, il faut aussi avoir les qualités humaines nécessaires, et ainsi de suite. C'est tout un ensemble de choses que l'éducation nationale doit normalement apporter, le système scolaire doit apporter. Mais oui, c'est un métier, les métiers de la cybersécurité ou de la confiance numérique globale, hein, globalement, numérique au sens large, c'est une voie d'avenir évidente, hein, ça, il n'y a même pas de débat. Donc voilà, il faut y aller. En parlant des entreprises, des métiers, j'ai une question pour toi, Marie-Astrid. La question, c'est comment les entreprises, en cybersécurité, en numérique, en informatique, ou même les parents d'enfants, comment ils peuvent avoir un impact dans la mission de Cybercap? Comment ils peuvent aider Cybercap à sensibiliser plus de jeunes, à retrouver encore une place dans le système? Beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plusieurs options pour vous tous de soutenir et d'avoir un impact auprès des jeunes, auprès de vos jeunes. Déjà, si vous êtes un parent ou si vous connaissez des jeunes dans les écoles, bah, vous pouvez parler de nous parce qu'on se déploie dans les écoles et on peut aller donner des ateliers aux jeunes, aux enseignants. La deuxième option, c'est qu'on essaye de s'entourer de mentors pour s'assurer que nos activités soient toujours à jour et répondent aux besoins du marché, mais répondent aussi aux besoins des jeunes. Et la troisième chose, évidemment, non seulement nous soutenir l'année prochaine pour le FIC Futur Talent, parce qu'on renouvelle l'aventure, et nous aider à déployer nos activités dans les écoles. Évidemment, on a plein d'écoles qui nous disent « moi je veux Cybercap », mais ça a un coût. Donc d'avoir du soutien financier, ça a aussi toute son importance. Même à votre échelle, hein, parce qu'on vend des gourdes à l'entrée là-bas, tous les bénéfices sont reversés à Cybercap. Donc n'hésitez pas à acheter une gourde à l'entrée. Il nous en reste beaucoup. Donc allez-y, foncez, achetez votre gourde. Tout ira à l'association qui a besoin de financement. Parce que ce sont des initiatives souvent qui peinent à trouver leur financement. Hein. C'est une problématique. Alors qu'on parle quand même de la jeunesse, on parle d'avenir, on parle de nos enfants. Mais bon, on y arrivera. Hein. Mais oui. Bah, merci beaucoup.